La première, entrer sans frapper. Bonjour Antoine Rowe. Bonjour. Soyez le bienvenu dans cette émission. Je vais dire une fois de plus parce que l'année dernière, on vous avait déjà reçu avec beaucoup de bonheur pour ce roman, hein, La danse des vivants. Et vous nous venez aujourd'hui avec sa suite, La traversée du paradis, toujours chez Albin Michel, aux éditions Albin Michel. La traversée du paradis, c'est une suite, mais c'est un roman qu'on peut lire sans avoir lu le premier. Mais malgré tout, je vais quand même me lancer dans un double pitch. 2 pitchs pour le prix d'un. Allez-y. Comme ça, on resitue, je vais dire, en tout cas, le héros de cette histoire, de cette belle saga, ou les héros dans sa globalité, dans l'histoire avec un grand H, parce que c'est de ça dont vous nous parlez, hein, à travers ces romans, c'est de l'histoire de ce qu'il s'est passé. Alors, donc, La danse des vivants, nous sommes en 1918 et nous suivons les traces de Charles, c'est un soldat amnésique. Il parle parfaitement le français et l'allemand et les services secrets français vont alors se servir de lui pour infiltrer l'armée allemande en lui donnant l'identité d'un soldat allemand mort sur le front. Ce roman vous permettait, Antoine Rowe, bien d'évoquer cette Première Guerre mondiale, mais aussi, et c'est ça qui était intéressant, la construction de cette Europe, à travers la construction de la nouvelle identité de ce personnage de Charles. Ça, c'est pour La danse des vivants, on va dire c'est le volume 1. Le volume 2, La traversée du paradis, le volume qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, ça se passe juste après. Mais vraiment, juste après quoi. On tourne la dernière page de La danse des vivants et boum, on ouvre la première page de La traversée du paradis. Et on retrouve Charles. Mais Charles, il a choisi son camp, si je puis me permettre. Nous sommes en 1920, il a choisi son camp. Il est toujours amnésique, mais il a décidé d'endosser définitivement l'identité de Gustave Lerner. C'est ce soldat allemand décédé qui lui servait de couverture. Il rejoint Hanovre, où il retrouve la maman du véritable Gustave, qui bien sûr découvre que Charles n'est pas Gustave, que Gustave n'est pas Charles, mais qui décide quand même de l'aimer. Elle a perdu son mari au front, elle a perdu ses 2 enfants, et elle décide comme ça d'aimer ce troisième fils, on peut le dire comme ça, de l'aimer comme si c'était le premier, l'unique. Et Charles, il va se retrouver comme ça, cette fois-ci embrigadé par les services secrets allemands pour partir dans une mission assez terrible en Russie, parce que les Allemands veulent s'allier avec les Russes qui sont en pleine révolution. Nous sommes en 1920, Lénine a fait la révolution, et ce que Charles va découvrir en Russie, à Petrograd, Saint-Pétersbourg, est complètement horrible. Il découvre finalement l'envers de cette révolution communiste. Beaucoup d'horreur, la Russie est complètement dévastée, la population meurt de faim et la Tchéka, cette fameuse police politique, fait régner la terreur en exécutant les opposants au nouveau régime communiste. Beaucoup de choses, c'est très dense, mais c'est ça qui est intéressant dans votre histoire, dans votre roman. Vous vouliez nous raconter quoi? Après avoir raconté, je vais dire, les débuts je pense que il y a 2 choses en fait. C'est comment la grande histoire, celle qui est décidée par ceux qui sont au pouvoir, bouleverse les destins individuels. Et donc les héros de mon roman sont des personnages de fiction, donc ce sont des gens finalement simples qui sont les jouets de cette grande histoire. Donc je voulais raconter comment ces gens-là essayent de vivre dans un système qui finalement est d'une période qui est assez peu traité, en tout cas il y a peu de romans qui finalement la traitent, le tout début de la révolution communiste et de l'installation du système communiste par Lénine, du système bolchevique. Donc c'est pour ça que mon roman se passe en 1920-21, au moment où le système totalitaire, parce que c'est un système totalitaire communiste, est installé en Russie. Et je pense que c'est une période qu'on connaît assez peu et dont les prolongements vont jusqu'à aujourd'hui. Donc au fond, de toute façon, c'est pour ça qu'il y a effectivement 2 volets dans ce roman. Le premier qui était, comme vous l'avez très bien dit, donc La danse des vivants, qui est plus axé sur l'Allemagne, sur le nationalisme allemand, la ressentie humiliation des Allemands à la fin de la Première Guerre mondiale avec le traité de Versailles, le désir de revanche des Allemands. Et là, donc ça va grandement contribuer à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis il y a donc ce qui se passe en Russie, c'est-à-dire le rêve communiste. Au départ, c'est un rêve. C'est pour ça que le roman s'appelle La traversée du paradis. La propagande communiste parle du paradis sur terre. Au fond, voilà, c'est une espèce de christianisme sans Dieu. Le communisme, c'est la fraternité humaine. Ça serait le bonheur, l'égalité parfaite entre les hommes. Ça, c'était l'ambition. Et puis il y a ce qui s'est passé réellement. Ce qui s'est passé réellement, c'est un coup d'État. C'est comme ça que Lénine en parle lui-même. Et l'installation d'une dictature, c'est aussi comme ça qu'il en parle. Ah oui, et vous le décrivez assez bien. Ça fait même froid dans le dos. Voilà, et pour garder le pouvoir, parce que très vite,
fait, le projet communiste, c'est-à-dire la collectivisation, la mise en commun des biens, etc., provoque un chaos total dans une Russie qui était déjà extrêmement fragilisée sur les genoux après donc en 1917, après pratiquement 3 ans et demi de guerre mondiale. Donc c'est un moment charnière que j'ai voulu raconter, mais à travers le destin de personnages romanesques, de personnes inconnues. Enfin, voilà, donc les espions sont des jouets parmi les autres, les gens du peuple sont des jouets. L'héroïne du roman La Traversée du Paradis, c'est Tamara, une danseuse russe, une jeune femme toute jeune, qui a 20 ans, qui a déjà eu un enfant d'un amour de jeunesse, qui rêvait d'être une grande danseuse. Son destin s'est fracassé d'emblée. Elle a atterri à Berlin dans un cabaret et dans un bordel. C'est là qu'elle a rencontré Charles. C'est-à-dire Gustave, puisque donc il a l'identité d'un Allemand mort, et lui il ne sait pas qu'il s'appelle Charles d'ailleurs, qu'il est un Français au départ, puisqu'il est amnésique. Donc ces deux-là se sont rencontrés et ça a été un coup de foudre et un grand amour. Et donc je raconte donc le destin de cette Tamara que donc Charles Gustave va retrouver lors de ses pérégrinations en tant qu'espion en Russie. Une vision terriblement humaine à travers vos personnages de fiction pour raconter l'histoire de l'humanité finalement. Oui, ça c'est un beau défi pour un auteur. Oui, absolument. Et c'est pour ça d'ailleurs que je prends des destins comme ça de personnages auxquels on peut s'attacher. Je crois que cet amnésique, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il est comme un Candide qui regarde, puisque toute sa mémoire étant effacée, il n'est plus conditionné par comme un homme de son époque. Des souvenirs. Voilà, avant la guerre, il était en fait, il est alsacien. Son histoire, c'est ça. Donc c'est une histoire à la frontière du conflit, puisque l'Alsace c'est vraiment le cœur du problème franco-allemand. Il a fait Normal Sup, c'est un garçon éduqué, il parle plusieurs langues, il parle aussi bien le français que l'allemand parce que justement il était alsacien, mais il parle aussi russe. Le russe, ce qui est important pour la mission, important pour l'histoire, voilà. Et donc c'est quelqu'un qui a reçu une grande culture, qui a certainement été élevé dans les idées les plus patriotiques qui soient à l'époque. Il est parti à la guerre la fleur au fusil, mais maintenant l'homme qu'il est, amnésique, n'est plus le même. L'homme qu'il est, c'est simplement un humain. Les seuls souvenirs qui lui reviennent de la nuit de son amnésie, c'est des souvenirs de ce qu'il a vécu à la guerre, ses camarades, l'horreur, la violence, la mort. Et donc, en fait, il regarde les autres systématiquement comme des humains et non plus comme Allemands, Français, Russes, Anglais. Voilà, c'est ce qui fait de lui un être singulier dans ce moment-là où les nationalismes, à la fin de la Première Guerre mondiale, sont toujours et encore plus exacerbés qu'au début. Oui, bien sûr. Et ce qui fait aussi, et c'est ça qui est intéressant avec ce personnage et qui le rend encore plus attachant, c'est qu'il ne juge pas puisqu'il découvre les choses avec cette candeur, cette naïveté, puisqu'il n'a pas de souvenirs, il ne juge pas. Donc l'auteur que vous êtes aussi, et en plus vous donnez la parole à tout le monde. Tous les camps sont concernés et tous les camps ont le droit, je ne veux pas dire à leur chapitre, même si, et tout le monde a le même temps de parole et on découvre cette histoire. Que ce soit d'ailleurs les quelques personnages donc réels comme Lénine par exemple et ses compagnons de route ou bien du côté allemand le général qui dirige l'armée allemande Hans von Seeckt que je décris un petit peu dans ce roman ou les personnages de fiction, en fait il faut toujours les décrire de cette façon-là, c'est-à-dire sans les juger. Je viens du théâtre aussi au départ, donc je pense qu'au théâtre la pièce est intéressante si chaque personnage a la capacité d'être lui-même avec ses qualités, avec ses défauts, mais il ne faut pas que l'auteur plaque sur un personnage ses propres idées. Donc un communiste convaincu, c'est un communiste convaincu, pourquoi il pense comme ça, pourquoi il rêve comme ça, et puis il a aussi son caractère, il a ses propres histoires, etc. Donc je le raconte. Un fanatique tchéquiste, il y a un personnage de Boris par exemple dans le roman, qui est un jeune homme qui met en place le système de terreur révolutionnaire, mais parce qu'il croit sincèrement qu'il va créer un monde nouveau. Oui, et quand il en parle, on y croit avec lui. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'emphase, qu'il est tellement persuadé que ça va marcher dans 50 ans, que 50 ans plus tard, la Russie sera l'exemple. On se dit, oui, on y va, quoi. C'est une question qu'on se pose toujours. Si on regarde l'histoire de loin, comme nous sommes ici aujourd'hui au XXIe siècle, et on regarde ce qui s'est passé 100 ans avant, alors on sait par exemple que là, il y a eu la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je raconte l'histoire qui effectivement va mener à la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on est sorti de la première pour fabriquer la seconde. Alors évidemment, on peut dire, oui, mais vous savez qu'il y a la seconde, donc en fait, tout ce que vous racontez. Mais en fait, non, parce que j'ai pris des personnages, que ce soit les personnages réels ou de fiction, et j'ai raconté leur vie et ce qui leur arrivait, comme si c'était maintenant que ça se passait.
vraiment à côté d'eux et sans préjugés donc de ce qui pouvait se passer. Ouais. On en parlera de ça, mais je trouve que c'est un roman terriblement actuel, même si ce qui est raconté se passe en 1920. Il y a pas mal de similitudes entre votre histoire et je vais dire notre histoire, celle qui se passe. Moi, j'aimerais revenir sur ce règne de la terreur, celui proposé par Lénine à ses débuts, enfin au début de cette grande révolution communiste. C'est terrible ce qu'il fait, mais il le fait consciemment. Quand il envoie ses notes, il y a ce passage dans son bureau, un chapitre où on l'envoie écrire, il faut affamer les paysans puisqu'ils ne veulent pas nous aider, il faut exécuter éliminer les ennemis de notre révolution. C'est terriblement dur et on a un petit peu l'impression que quand aujourd'hui on parle, effectivement, 100 ans après de cette révolution communiste, on a encore un petit côté romantique, un petit peu. Alors on verrait Lénine comme le Tché, quoi, sur des t-shirts. Oui, exactement. Et ça, c'est Lénine réveille-toi, ils sont devenus fous. La chanson de Sardou. Bon, moi, j'aime bien Michel Sardou par ailleurs, mais je trouve cette chanson absolument stupide. Bien sûr. Parce que Lénine a installé le système totalitaire. Ouais. C'est lui. Staline s'est servi de ce système une fois qu'il existait. Bien sûr. Mais celui qui l'a pensé, conçu et en conscience, c'était Lénine. Pourquoi ? Parce qu'il voulait que son projet dure, mais son projet, il avait eu grande conscience que le communisme tel qu'il avait été rêvé, le marxisme tel qu'il avait été rêvé par Karl Marx, c'était un échec en pratique. Le pays était absolument, au moment où se passe mon roman en 2021, totalement ruiné. C'est pour ça que Lénine d'ailleurs va lancer la NEP, c'est-à-dire de nouveau la possibilité de la propriété privée, du commerce privé, c'est-à-dire le contraire du projet communiste. Il va faire avaler ça aux autres. Il va le faire avaler. Pourquoi ? Parce qu'il tient le pouvoir avec la police secrète, la Tchéka, et que c'est la terreur qui règne. Donc il y a un chef et on s'exécute, et si on n'est pas d'accord, on est exécuté. Bien sûr. Cette terreur, elle est au centre de votre roman, Antoine Rau, La traversée du paradis. Une pause musicale, et puis après, on continue d'évoquer ce paradis, entre guillemets, bien entendu. Oui, il y a une forme d'ironie. La première, 14h30, 16h. Entrée sans frapper. Nicolas Beutars. L'écrivain et dramaturge Antoine Rau est toujours notre invité d'Entrée sans frapper et ensemble, nous évoquons la sortie de son tout nouveau roman, La traversée du paradis aux éditions Albin Michel. Alors, on le parlait, c'est l'histoire de cette Russie. On est en 1920-1921, les débuts de la Russie, avec Lénine au pouvoir, avec des choses terribles, des choses vécues par votre héros, Charles ou Gustave, finalement, je ne sais plus comment l'appeler, mais il est bien là. Et le fait de mélanger comme ça ces personnages fictifs avec, je vais dire, ces héros, en tout cas ces personnages réels, pour vous, pour l'auteur que vous êtes, c'est un réel bonheur, c'est un réel bonheur d'écrivain de s'immiscer dans la grande histoire par de petites histoires. Oui, alors d'abord, tous les écrivains, enfin beaucoup de grands écrivains l'ont fait, Tolstoï, Guerre et Paix, c'est tout à fait. Alexandre Dumas, c'est beaucoup d'écrivains le font. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est les effets du pouvoir, les effets de ce que décident ceux qui nous dirigent sur la vie des autres. Donc c'est pour ça que c'était important de mettre toujours en miroir, d'un côté par exemple Lénine qui est au sommet et qui décide, et puis de l'autre un tchéquiste qui exécute, ou bien un communiste sincère qui y croit, qui est encore dans la fièvre de la révolution, ou bien tout simplement ceux qui au quotidien essayent de survivre dans ce monde-là. Alors vous mélangez les histoires, vous mélangez aussi les genres, parce que il y a plusieurs genres aussi dans ce roman. On parle d'espionnage, bien entendu, d'aventure, d'amour aussi, parce que finalement, on parle aussi beaucoup d'amour, que ce soit, je l'ai dit dans le pitch, que ce soit cette maman pas qui tombe amoureuse, mais qui retrouve cet amour maternel avec ce fils qui n'est pas à elle, mais qui arrive quand même. L'amour d'une nation. Boris, ce jeune tchéquiste, cette police, il est amoureux, il est passionné par cette révolution communiste. L'amour tout court entre Tamara et Charles. Oui, absolument. Ou l'amour, par exemple, des nationalistes allemands pour leur pays. Au début du roman, on est en Allemagne, à Hanovre, et on voit de jeunes nationalistes qui... c'est très dur, cette partie-là, effectivement. Qui sont en train de devenir de plus en plus antisémites, mais qui rêvent d'une grande Allemagne absolument fantasmée, wagnérienne. Qui refusent d'être vaincus et qui veulent tout faire pour... Ah oui, ça a été... Alors, pour l'Allemagne, ça a été un absolument important. Enfin, je pense que l'immense majorité du peuple allemand partageait ce sentiment qu'ils avaient été humiliés injustement. Ils n'ont pas connu la guerre sur leur sol. C'est vrai que c'est la Belgique et le nord de la France qui ont connu la guerre. La guerre se passait là, mais l'Allemagne n'a jamais été envahie
c'est l'inverse qui s'est produit. Donc ils n'ont jamais vu déferler des soldats chez eux, ils n'ont jamais vu des civils victimes, des villages rasés, des villes détruites et bombardées. En 14-18, les Allemands n'ont pas connu ça, ils vont le connaître dans la guerre suivante. Mais voilà, donc c'est important de... Oui, moi je voulais raconter tous ces destins et comment, au fond, dans une période bouleversée, il y a toujours eu des périodes bouleversées. Aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, si on pense aux réfugiés qui quittent la Syrie, ils vivent des destins parallèles, c'est-à-dire il y a la grande histoire qui les frappe de plein fouet, il y a la guerre, ils sont obligés, leurs vies sont détruites, ils sont obligés de partir, ils sont seuls sur les routes, ils sont pauvres, ils sont malheureux. Puis en même temps, ils sont un homme, une femme, des enfants, des familles, des célibataires, des vieux, des jeunes, des histoires qui doivent se créer, qui se recréent ailleurs en Europe. Vous voyez, on peut raconter l'histoire d'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, comme je raconte l'histoire de ce roman, c'est-à-dire en m'attachant aussi effectivement aux sentiments. Le cœur de la traversée du paradis, bien sûr, c'est la grande histoire d'amour entre Charles et cette danseuse Tamara qu'il va retrouver en Russie, et deux personnages qui n'ont pas choisi leur destin, qui sont vraiment des jouets. Lui, manipulé, on se sert de lui, on en fait un espion. Les puissants, finalement, avec un grand cynisme, jouent avec sa propre vie. Les chefs des services secrets, qu'ils soient français ou allemands ou russes, se contrefichent de la vie humaine. Et puis, il y a ces gens qui sont là. Et puis, de l'autre côté, il y a les gens du peuple, entre guillemets. Tamara, c'est une fille simple, sa famille, qui sont simplement des victimes de ce qui est en train de se passer. Mais à un moment donné, et grâce, justement, et c'est ça qui est très romanesque, je pense, à l'amour, ils se retrouvent en position de choisir quelque chose, d'essayer de se sauver ensemble, d'essayer d'aller vers la liberté. C'est pour ça que ça s'appelle la traversée du paradis, puisque le paradis, c'est en fait un enfer, c'est le paradis communiste que les communistes vantaient comme tel, le paradis sur terre, le paradis en formation, disait Hélène Brion, la féministe française. Et là, donc la traversée, c'est ce voyage que font ces personnages à travers la Russie, et dans un sens pour y entrer, et puis dans un autre sens pour en sortir. Parce qu'effectivement, dans ce pays-là, comme le dit un des personnages du roman qui s'appelle Douniacha, qui est une vieille nourrice, une nounou, très simple, une femme du peuple, ici, il n'y a plus d'avenir. Vous ne pouvez pas rester, il faut partir. Beaucoup sont partis, d'ailleurs. Le choix, donc l'action est importante dans ce roman. Les mots aussi, toujours avec Lénine, qui est un homme d'action, mais qui est aussi un homme de mots, et toujours dans son bureau, cette scène qui, moi, m'a marqué, parce que je trouve que c'est une scène importante où beaucoup de choses sont dites, où il travaille les mots, où il dit, voilà, il faut que les mots soient justes, les mots vont nous servir, il faut qu'ils nous servent pour repartir, et pour lui-même. J'ai voulu en fait essayer à chaque fois que je prends un personnage, que même si c'est un personnage aussi important et connu que Lénine, je me pose la question: qu'est-ce qu'il pouvait bien ressentir quand même? J'en sais rien, j'invente forcément. C'est là que le romancier se met à la place, évidemment, de l'historien. Enfin, je ne suis pas un historien. L'historien ne peut pas non plus savoir ce que Lénine pensait. Mais moi, en tant que romancier, c'est ça qui m'intéresse. C'est de me dire, si j'étais lui, je me lève pas le matin en me disant que je suis un atroce cynique. Probablement pas. Je pense que je crois en partie à ce que je fais. Bon. Si j'étais lui, et là, on l'a vu, les images de l'époque et les témoignages le racontent, il a été bouleversé par la mort de sa maîtresse, Inès Armand, donc qui était franco-russe et qui est morte du typhus. Donc il a fait enterrer, c'est une des premières qui va être dans le mur du Kremlin, là où les grands dignitaires bolcheviques vont être enterrés. Donc il organise un enterrement avec des fleurs blanches qu'elle aimait beaucoup, etc. Dans un pays où c'est pas si facile de trouver des fleurs blanches à ce moment-là. Et on le voit très accablé, cet homme. Et moi j'ai pris la scène où je le mets en scène à ce moment-là, au moment où il vient d'apprendre cette mort, et en même temps, il faut que la révolution continue. Donc il est d'abord accablé. Il lui a écrit des lettres assez émouvantes. Le chapitre s'appelle Lénine et les bottes en plastique, parce que elle est très malade, etc. Et alors qu'il est obsédé par sa révolution, il a tellement à faire, il prend du temps pour lui écrire des mots. Voilà, en lui disant: voulez-vous que je vous envoie des bottes en plastique et un ciré, etc. Bon, c'est assez touchant. On voit tout d'un coup un personnage humain. Il paraît peu humain souvent, Lénine. Maintenant, c'est aussi un homme qui avait cette capacité de séduire. C'était un intellectuel qui aimait séduire son interlocuteur par les mots. À l'oral, il était à la fois très convaincant, il était aussi dans l'écoute, et donc beaucoup de communistes enflammés, notamment les étrangers, qui étaient surpris d'ailleurs d'être reçus aussi facilement, comme le sont d'ailleurs les deux féministes de mon roman, Marguerite et Madeleine, qui viennent le voir. Voilà, Lénine était capable d'accorder, parce qu'il voulait vraiment savoir ce qui se passait à l'Ouest, un certain temps à chacun pour discuter. Donc c'était un homme complexe. Et puis effectivement, c'est un intellectuel qui veut à tout prix réussir son projet. Ce projet, il voit bien que ça ne marche pas, alors il essaye d'adapter la réalité, mais toujours de la justifier intellectuellement.
Et donc, les mots. Et les mots que je cite, certains sont terribles, puisqu'il dit « éliminez-les tous, allez-y, je veux que vous me fassiez des rapports précis, comment est-ce qu'on a supprimé les enfants dans ce village ?» Enfin, ça, je l'ai pas inventé. Ça, c'est quand les archives ont été un peu ouvertes dans les années 90 à la chute de l'URSS, à la période Yeltsin, que les historiens qui ont pu travailler là-dessus ont publié, notamment un historien russe, ont publié les papiers avec de la main de Lénine ces mots écrits. C'est-à-dire qu'on découvre que le Lénine, effectivement, genre je porte son t-shirt comme le Che, etc., c'est pas ça du tout. Non, chez Lénine, il y a cette logique implacable que Staline va réutiliser avec encore plus de moyens et en faisant encore plus de morts. Avec cette phrase, il faut réveiller les mots pour se remotiver, s'échauffer et repartir. Alors là, on est en 1920, mais en 1933... en Allemagne, c'est exactement la même chose qui se passe. C'est exactement la même chose. Bon, alors vous l'avez dit, nous on le sait, nous lecteurs, mais les héros ne le savent pas. Mais c'est ça qui rend, je trouve, le récit encore plus. Il faut savoir terrible. Oui, absolument. Il faut savoir que par exemple, Hitler, il l'évoque dans Mein Kampf, a lu, d'ailleurs Mussolini aussi, ils ont lu les textes de Lénine, ils ont suivi ce qui se passait pendant cette période donc de la révolution de 17 à l'installation du pouvoir, c'est-à-dire que quand les bolcheviks finalement sortent victorieux de la guerre civile et des menaces étrangères, du blocus, ils ont vu comment ça se passait et ils se sont inspirés de ces méthodes pour créer leur propre système. D'ailleurs, il faut jamais oublier que le nazisme, c'est le national-socialisme. Il y a une dimension socialiste et une dimension nationaliste. La différence idéologique, elle était là, puisque les bolcheviks, eux, se prétendaient non nationalistes, mais internationalistes. Puis en même temps, pour garder le pouvoir, il fallait qu'ils jouent sur la fibre patriotique russe. C'est comme ça que des gens acceptaient d'aller dans l'armée rouge et croyaient qu'ils allaient quand même défendre leur patrie. Oui, c'est ça. Beaucoup d'idées. Vous savez quoi, Antoine, restez encore avec nous parce qu'on va encore aborder pas mal de choses. Je le disais, le roman est assez dense, mais c'est ce qui le rend intéressant, ces petites histoires pour raconter la grande. Restez avec nous, nous n'avons pas encore terminé d'évoquer La Traversée du Paradis paru chez Albin Michel. C'est votre nouveau roman. Entrée sans frapper sur la première. Antoine Rau est toujours notre invité dans la dernière partie de cette interview pour évoquer avec lui La Traversée du Paradis. C'est son nouveau roman paru chez Albin Michel. Un roman, on l'a dit, dense, sombre aussi, difficile, mais quand même avec, je trouve, des moments assez lumineux. Que ce soit toujours à travers ces petites histoires, finalement, à travers vos héros fictifs. Ce sont vos héros de fiction qui nous proposent ces petits moments. Alors comment est-ce qu'on fait quand on est auteur comme vous l'êtes pour justement bien contrebalancer cette vérité historique et puis alors cette petite... L'humour, moi je cherche l'humour, vous voyez, c'est très important. Quand par exemple, il y a une scène, Saint-Pétersbourg, Pétrograd est une ville absolument affamée, on mange les cadavres des chevaux, parfois même il y a du cannibalisme, on mange les pigeons, enfin bon, les chats, les chats, etc. Il y a des hordes de rats qui essayent de se débrouiller, on mange aussi des rats quand on les trouve, enfin voilà, c'est une ville affamée, c'est une ville qui connaît toutes les épidémies, qui connaît la grippe espagnole, qui connaît le typhus, la diphtérie, etc. Et c'est une situation absolument tragique. En même temps, les Russes vivent, ils essayent de vivre. Il y a des théâtres, les gens y vont pour avoir chaud. Il y a un cinéma qu'un ancien pop reconverti en bolchevique comme ça un petit peu, mais qui est passionné de cinéma, il projette des films. Alors il panache. Donc, je raconte cette scène-là, parce que ça c'est vrai, et j'ai trouvé ça amusant de le découvrir. Donc, et je trouve que ça donne un peu la vie, ce que peut être là aussi la vie quotidienne des gens. Donc il accueille, et dans son cinéma, il met un film américain. Scandale. Mais tout de même avec une histoire un peu, puisque les Américains sont quand même avec des histoires assez manichéennes, le bien et le mal, etc. Donc il s'arrange pour choisir une histoire qui fait un peu prolétaire. Et puis il prend un film, un des premiers films soviétiques réalisés aussi de propagande, et il projette, ce dont des films muets naturellement, il projette ça, et il y a évidemment des dignitaires bolcheviques qui viennent, il y a des tchéquistes, il y a des gens du peuple, il y a tout le monde vient, ça coûte pas cher. Voilà, on est un peu au chaud à ce moment-là. Et puis quand ils sortent à la fin, il y a des tchéquistes qui pourtant la nuit et la veille ont éliminé 10, 15, 20, 30, 40, 50 personnes. Et là, ils sont comme 3 gamins et ils jouent à une bataille de boules de neige. C'est ce genre de tous ces détails-là, c'est la vie, ça. Et c'est ça qu'il faut que j'essaye de raconter dans ce roman. Alors justement, comment est-ce que vous avez fait pour vos recherches? Parce que il y a un travail, vous êtes romancier, mais il y a quand même un travail d'historien, je vais pas dire à la base, mais si, pour construire ce genre de roman. En parallèle, on va dire. C'est-à-dire que moi, je pars d'abord de l'idée centrale de La Traversée du Paradis, c'était cet amour entre Tamara, la russe, et donc l'amnésique, qui est français en fait, et qui démarre en Allemagne. Et comment ils arrivent à se retrouver, et comment ils essayent de s'en sortir ensemble, et de quitter la Russie avec la petite fille de Tamara qui s'appelle Sonia. Donc
Ça, c'était mon point de départ. Bien sûr que j'ai travaillé en cherchant. Alors, la complexité, c'est que les archives, maintenant, et depuis l'arrivée de Vladimir Poutine, sont refermées. Et mises directement sous le contrôle de Poutine, du Kremlin. Donc, pour les historiens, c'est très difficile de travailler. Mais il y a tout de même ce qui a été écrit déjà avant par les historiens quand ils ont pu travailler, dans les années 90. Et puis, il y a tous les témoignages, tous les récits, les journaux intimes qui m'ont inspiré, qui m'ont servi de matière. Il y a aussi même les fictions, c'est-à-dire les romans écrits à l'époque. Il y en a qui sont fascinants. Je cite par exemple Zazoubrine. C'est un auteur, un jeune homme qui était d'origine sibérienne, qui a écrit un premier roman que Lénine avait trouvé formidable, parce que c'était une histoire d'amour entre prolétaires. Et puis, il a écrit un deuxième roman, pensant d'ailleurs faire œuvre aussi révolutionnaire, sur le fonctionnement d'un tchéquiste, qui tue de plus en plus de monde, et jusqu'à devenir fou lui-même. Il a été emporté par son sujet. Bien entendu, son roman a été interdit. Lui, il a vécu comme il a pu. N'empêche que ce roman, il l'avait écrit. Ça lui a valu d'être éliminé, comme beaucoup d'autres écrivains, intellectuels, artistes, par Staline pendant les années 30. Mais le roman a survécu. Il a été édité et il a aussi été traduit à la chute de l'URSS. Et dans ce roman, écrit en 21, il décrit vraiment la mécanique de la terreur d'un homme fanatique qui explique que le chariot sanglant de la Révolution avance, que la bête a soif. Les dieux ont soif. Anatole France qui racontait la terreur révolutionnaire, les dieux ont soif. C'est ça. Là, c'est une espèce de bête aux yeux rouges qui a toujours faim, mais bien sûr pour créer le monde nouveau, pour éliminer tous les mauvais et puis qu'on ne garde qu'une bonne humanité. Mais c'est terrifiant. Et il dit, on va sophistiquer le fonctionnement pour éliminer mieux, plus vite. Il envisage les fours crématoires. Il envisage de récupérer les cendres. Il envisage de récupérer les dents. C'est-à-dire, au fond, c'est exactement la même chose que ce qui se passait à Auschwitz. Si vous lisez l'histoire de Rudolf Höss, par exemple, à Auschwitz, c'est tout à fait ça. Donc, je trouvais que c'était fascinant de le lire. Ça a existé. C'était donc, et il y a eu des témoignages à l'époque qu'il racontait. Ce qui est extraordinaire, c'est la volonté, l'aveuglement volontaire de beaucoup de ces intellectuels, très largement, à gauche, aussi des chrétiens, etc., qui au début ont voulu croire au rêve communiste. Bien sûr, et en dépit de ce qu'on leur disait, ils ne voulaient pas y croire. Albert Londres, le grand journaliste, il est allé en Russie exactement aussi à cette époque. Il y en a beaucoup qui y sont allés. Lui, il a été lucide, il a fait un petit texte, Voyage chez les Soviets, qui a servi directement à Hergé pour écrire Tintin chez les Soviets, que je crois qu'il est d'ailleurs le premier Tintin. Et tout était raconté. Mais les gens, certains, beaucoup, le Parti communiste qui était créé et contrôlé par Moscou d'ailleurs d'emblée en France était déjà relativement important, mais les partis socialistes aussi, les intellectuels de gauche ne voulaient pas y croire, n'ont jamais, pour beaucoup, voulu y croire. Vous voyez à quel point ça a duré. Vous connaissez, tout le monde connaît les débats. Hannah Arendt a été extrêmement critiquée pour les origines du totalitarisme, écrit en 1950, dans lequel elle ose comparer les crimes, le système totalitaire, aussi bien donc des nazismes fascistes que du communisme. Elle dit ces crimes sont nés d'un système totalitaire, et dans tous les cas, il s'agit de système totalitaire. Qu'est-ce que le phénomène totalitaire? Mais ça a choqué qu'elle ose mettre à côté du nazisme, qui était donc le mal absolu, puisque la défaite de l'Allemagne en 1945, à côté du communisme qui était encore au pouvoir, avec Staline qui était le vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. Raymond Aron, qui a écrit l'opium des intellectuels, c'est tout à fait ça. On voit jusqu'à aujourd'hui où on a encore des gens en France, de nombreux intellectuels, demander à Jean-Luc Mélenchon ce qu'il penserait de ce que j'écris dans mon roman, ça va le choquer certainement. Bien sûr. Parce qu'à l'époque, les Russes étaient, en tout cas ce parti communiste-là, enfin ces communistes-là étaient des maîtres dans la manipulation. Et la manipulation, c'est aussi l'un des thèmes de votre roman. Alors avec cette phrase qui est assez intéressante, dans cette histoire d'espionnage, vous faites dire à l'un des membres des services secrets allemands, « Notre métier, c'est obtenir la vérité et gérer le mensonge ». Un petit peu comme celui de l'écrivain, non? Absolument. Alors, je dis pas que vous êtes... Quelqu'un m'a dit un menteur sincère, là, c'est tout à fait ça. Mais c'est aussi ce qui se passe maintenant. Vous voyez, la propagande, elle explose littéralement, alors dans tous les pays, pendant la Première Guerre mondiale. Les services secrets, tels qu'on les imagine aussi aujourd'hui, ils sont tous nés de la Première Guerre mondiale. Mata Hari, c'est toute cette époque. Les personnages que j'ai inventés sont inspirés d'espions réels, français, allemands, russes, etc., qui sont tous des gens formés à ce moment-là. Et c'est vrai que le développement des technologies nous a amené à autre chose, mais enfin, aujourd'hui on parle des fake news, c'est-à-dire exactement la gestion du mensonge, comment on essaye de créer des fictions pour tromper l'adversaire,
on finit par tromper tout le monde. C'est vrai que dans les histoires d'espionnage, enfin John le Carré en est le meilleur maître, on voit que tout le monde trompe tout le monde et qu'on ne sait plus où est la vérité. Et ça, c'est assez vertigineux. Et c'est pour ça que ce roman, certes, il se passe en 1920, mais il reste quand même terriblement actuel. Ça veut dire quoi? Que les choses n'ont pas changé ou qu'elles se sont juste adaptées à une autre époque? Ça veut dire que, en tout cas, ce genre de situation n'appartient pas au passé, d'abord, parce que les sources de division et de potentielles guerres entre les États sont toujours là, aujourd'hui. Il y a des retours des idéologies qui sont, enfin, personnellement, mais ça, je m'engage un peu à dire ce que je ressens, mais je suis quelqu'un qui est profondément attaché à l'idée de l'Europe en dépit de toutes les difficultés. Churchill disait la démocratie c'est le plus mauvais des régimes à l'exception de tous les autres. L'Europe c'est certainement pas très bien, mais en même temps c'est quand même mieux que de ne rien faire du tout parce qu'on essaye de vivre en paix, de construire un mode basé sur les compromis, basé sur le droit international. Moi je crois beaucoup à ça. Et aujourd'hui on voit ce que je déplore profondément, que face aux difficultés on cherche des boucs émissaires et donc les pensées extrêmes renaissent. Je n'imaginais pas voir à travers toute l'Europe des partis extrêmes de gauche et de droite à ces niveaux-là aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu, sachant que ces partis sont en plus nourris et soutenus, parce que ce sont des petits chevaux de Troie à l'intérieur de l'Europe, par des États importants qui, eux, ne sont pas du tout des États démocratiques, mais des États autoritaires, voire totalitaires, comme la Chine l'est en grande partie, ou bien à vocation impérialiste, comme peuvent l'être les États-Unis, en tout cas tels qu'ils sont actuellement menés par Donald Trump. Donc je trouve tout ça est très très inquiétant. On voit que l'histoire n'est pas encore, en tout cas, écrite. Moi je pense qu'il faut écrire l'histoire. Aujourd'hui, c'est les 100 ans de la Révolution d'octobre. Le pouvoir en Russie ne veut surtout pas qu'on en parle parce que pour lui ça représente le désordre. Et il rêve qu'on parle de la Grande Russie stable et dont on peut être fier. Donc on choisit dans l'histoire ce qu'on veut. On crée même des moments historiques totalement inventés sur lesquels on peut s'appuyer pour dire, voyez comme on a été formidable, mais on ne raconte pas la vérité de ce qui s'est passé. Et ça, c'est très très important. On peut avoir des idéaux, mais il ne faut pas dire non, le communisme, en fait, c'est ce que vous dites. C'est quand même très gênant de porter un t-shirt Lénine. Et quand vous êtes en Russie aujourd'hui, vous arrivez sur la place rouge et vous voyez des tas de types qui sont déguisés en Staline et les touristes se font prendre en photo à côté d'eux. Imaginez-vous sur l'Alexanderplatz à Berlin, des types déguisés en Hitler et se faisant photographier avec les touristes. Oui, effectivement, ce serait complètement fou. Tout cela est à découvrir en lisant votre Traversée du paradis. C'est votre dernier roman. Petite question, ce sera la dernière réponse rapide. Ici, on l'a dit, c'est le volume 2 des aventures de Charles Gustave, ce héros amnésique. Est-ce qu'il y aura un troisième volume? Sans dire la fin du volume 2, assez ouvert. Est-ce qu'il y aura un troisième volume? Là, c'est le lecteur fan qui parle. Oui. J'aimerais un troisième volume. En fait. Il y aura un troisième volume. Il sera peut-être pas tout de suite. Ça ne sera pas l'année prochaine ni l'année d'après, parce que je suis en train de travailler sur un projet de roman un peu dans le même esprit, dans la même logique que celui-ci, mais qui va se passer à la naissance du 21e siècle, c'est-à-dire entre les années 1990 et aujourd'hui. Donc, histoire très récente, mais que je peux raconter comme celle-ci. Ok, super, c'est noté. Vous serez à nouveau le bienvenu dans cette émission. Merci beaucoup, Antoine Rau, d'être venu nous présenter La Traversée du paradis, paru aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci.